1974, Tanzanie. Godi, un jeune chimpanzé mâle, profitait de son après-midi ensoleillé, assis seul sur un arbre du parc national de Gombe, en train de manger des fruits. D'un coup, il se mit à entendre des bruits tout autour de lui, et la seconde suivante, il fut encerclé par un groupe d'assaillants. 6 autres chimpanzés rôdant dans la zone où il se trouvait étaient tombés sur lui et avaient décidé de l'attaquer. Un des mâles, nommé Humphrey, attrapa la jambe de Godi pour l'immobiliser et le projeta au sol. Humphrey maintena Godi à terre, pendant que les 5 autres mâles s'amusèrent à le frapper et à le mordre pendant 10 minutes sans interruption. Les attaquants finirent par se satisfaire de leur attaque, Humphrey relâcha Godi avant qu'ils ne prennent tous la fuite. Le jeune chimpanzé, lui, resta allongé au sol, immobile, pendant de longues minutes, choqué et dans l'incompréhension de ce qui venait de se produire, avant de finalement avoir le courage de se relever. La première chose qu'il sentit fut le sang qui coulait sur son visage, puis vint la sensation douloureuse de ses jambes qui le tenaient à peine debout. Il puisa dans ses dernières forces, poussa un long cri, avant de finalement partir en boitant. Ça, c'était la dernière fois que Godi fut aperçu à Gombe, et cette attaque marqua le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des chimpanzés de Gombe. Ce conflit de 4 ans a opposé amis contre amis, mère contre fille, et choqua les chercheurs pendant des décennies. Elle, c'est Jane Goodall. Elle faisait partie des chercheurs qui étudiaient les chimpanzés à Gombe à l'époque de ces événements, et elle fut totalement choquée par ce que je vais vous raconter. Les mêmes animaux qu'elle avait observés pendant des années, qui utilisaient des outils de manière quasi humaine, qui formaient des liens sociaux complexes, étaient également capables des mêmes atrocités que nous autres humains, et pouvaient mener ce que nous appellerions une guerre. Du coup, on est tout à fait en droit de se demander jusqu'où remonte notre prédisposition à ce type de violence. Bien qu'elle se soit produite il y a plus de 50 ans, la grande guerre des chimpanzés de Gombe reste l'un des événements les plus choquants et complexes de l'histoire des primates, et dans une autre partie de l'Afrique, ça pourrait même être actuellement en train de recommencer. Pour cette vidéo, je vous ai mis l'intégralité de mes sources qui m'ont servi à l'écrire en description, dont cette vidéo de laquelle je me suis énormément inspiré, tout simplement parce que c'était la plus complète sur le sujet. Moi c'est Kumo, et voici comment s'est déroulée la plus grande guerre de l'histoire des chimpanzés. Notre histoire prend place en 1960. Presque une décennie avant le début du conflit. Jane Goodall, une jeune chercheuse de 26 ans à l'époque, est envoyée à Gombe pour étudier les chimpanzés à la demande du grand paléoanthropologue Louis Leakey. Pour ceux qui se le demandent, la paléoanthropologie, c'est le principe d'étudier les origines de l'homme à travers l'étude des fossiles ou encore les primates. Louis était à l'époque directeur du Musée national du Kenya et avait pour objectif principal d'envoyer un maximum de chercheurs sur le terrain pour étudier plus en profondeur les grands singes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il pensait que c'était la meilleure chose à faire pour étudier nos origines, mais aussi les leurs. Même si vous l'avez probablement déjà entendu, les chimpanzés ne sont absolument pas nos ancêtres. On est deux espèces distinctes, et l'ancêtre en commun qu'on a avec eux existait il y a environ 6 à 8 millions d'années. Donc évidemment, vous vous en doutez, il y a une limite de ce qu'on peut apprendre sur notre évolution et nos origines en les étudiant. Mais bon, ça peut pas nous faire de mal d'en apprendre plus sur cette espèce, surtout qu'en 1960, on connaissait absolument pas leur fonctionnement, ni leur façon de vivre dans la nature, donc c'était quelque chose à explorer. Lorsque Jane est arrivée là-bas, ses découvertes quotidiennes ont fasciné le monde scientifique, et surtout Louis. Et en même temps, c'est logique, parce que Jane, à l'époque, c'est la toute première chercheuse qui arrive à autant s'en rapprocher et à les étudier d'aussi près. Donc ça va être la première à réussir à observer et ensuite à rapporter leur façon de créer des outils, de former des groupes sociaux, de chasser la viande, de se la partager, etc. Toutes ces choses qu'on connaît presque tous sur eux aujourd'hui, c'était une révolution dans la compréhension de l'intelligence des animaux à l'époque, et ça excitait énormément tous les chercheurs. Les premières semaines, Jane les observait à travers des jumelles, ce qui évidemment la frustrait beaucoup, parce qu'elle savait que si elle réussissait à se rapprocher encore plus, elle pourrait en apprendre d'autant plus, et les découvertes seraient encore plus incroyables. Du coup, sa nouvelle mission personnelle était fixée, réussir à se faire accepter par les chimpanzés, jusqu'à ce qu'ils la tolèrent et qu'elle puisse se rapprocher encore plus. Mais bon, vous vous doutez qu'on parle d'animaux qui sont sauvages, et qui, avec leur intelligence, peuvent très bien l'accepter, ou comme la considérer comme une menace, devant être éradiquée. Donc Jane a essayé de réfléchir à la meilleure méthode douce pour qu'elle puisse se rapprocher tranquillement et réussir à se faire accepter sans trop prendre de risques, et elle en a déduit que si elle se rapprochait physiquement mais qu'elle restait pacifique, ça les habituerait à sa présence et ils finiraient par l'accepter. Du coup, Jane a réfléchi à la meilleure méthode douce pour leur faire accepter sa présence sans trop prendre de risques non plus, et elle a misé sur le fait que si elle les habituait à la voir de façon pacifique, pas trop proche mais pas trop loin non plus, au fur et à mesure, ils comprendraient qu'elle n'est pas un danger. Mais c'était même pas suffisant et ça allait pas assez vite à son goût. Du coup, elle a eu l'idée la plus cliché possible, se faire accepter avec des bananes.
Et non, c'est pas une blague. Alors évidemment, elle n'est pas arrivée avec une grappe de banane qu'elle leur a tendue, on n'est pas dans un Disney. Non, en fait, dans ce parc, il y avait 2 petites stations d'alimentation qui étaient situées pas trop loin du camp des chercheurs, où ils pouvaient stocker leurs fruits à l'abri et les rendre accessibles à distance lorsque les chimpanzés s'approchaient. Et gardez bien en tête ce cliché et cette méthode des bananes, parce que ça nous sera utile pour la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, c'est en partie grâce à ces méthodes d'approche douce mises en place par Jane que de fil en aiguille, les chimpanzés se sont habitués à sa présence, mais aussi à celle d'autres chercheurs. Avec le temps, des groupes entiers de chercheurs ont été acceptés par les chimpanzés, leur permettant de les suivre au quotidien dans leur journée et de comprendre le fonctionnement justement des chimpanzés dans la nature. Bon, il faut savoir que le parc national de Gombe est assez grand. On parle d'une forêt de 52 km² qui compte beaucoup plus de chimpanzés que de chercheurs pour les étudier, surtout à l'époque. Du coup, ce que faisaient les chercheurs, c'est qu'ils se mettaient en binôme, qui sélectionnaient un chimpanzé spécifique et qui le suivait toute la journée. Du moment où le singe se réveillait aux aurores jusqu'au soir où il se mettait dans son nid, les chercheurs étaient présents et observaient leurs moindres faits et gestes. Le moindre événement ou comportement spécifique était scrupuleusement noté par l'un des chercheurs sur une feuille avec l'heure à laquelle c'était produit, tandis que l'autre prenait des notes plus globales et narratives en incluant le comportement des autres chimpanzés de la zone qui impactait celui qu'ils observaient. Avec le temps et les notes de tous les chercheurs du groupe, on obtenait une vision un peu plus globale du système social de cette communauté, qui étaient amis, qui étaient leurs chefs, les tensions, etc. Et il faut savoir que ces notes ont été prises pendant des décennies et elles ont toutes été archivées, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez très bien choisir un jour aléatoire de 69 et savoir quel singe a mangé quel fruit à quelle heure et l'impact que ça a eu sur le groupe. Ces feuilles qu'on appelle des feuilles de contrôle sont quasiment identiques à celles qu'on utilise encore aujourd'hui, ce qui facilite grandement la comparaison et la compréhension de l'évolution peu commune des groupes pour les chercheurs. Et pour le coup, une évolution intrigante, c'est ce que Jane a pu observer dans le début des années 70. À l'époque, il y avait 3 groupes ou communautés de chimpanzés déjà identifiés par les chercheurs. Les Mitumba au nord, les Kalandé au sud et les Kasekela au milieu. Mais retenez principalement le groupe du milieu, les autres vont moins nous intéresser pour l'instant. Les Kasekela sont du coup le groupe que Jane a découvert en premier et qu'elle étudiait depuis son arrivée à Gombe. Et au début des années 70, elle commença à observer des comportements assez étranges. La communauté des Kasekela semblait former de sortes de clans distinctifs. Ils interagissaient toujours avec le groupe dans son ensemble, mais de façon beaucoup plus irrégulière. Le clan situé au sud commençait à venir de moins en moins souvent aux stations d'alimentation que le clan du nord, même lorsque les chercheurs rajoutaient volontairement de la nourriture pour essayer de les encourager à venir. Plus les mois avançaient, plus ces deux clans passaient de moins en moins de temps ensemble, jusqu'à finalement totalement s'éviter. Et à l'époque, les chercheurs ne le savaient pas encore, mais c'était le début d'un conflit qui allait devenir mortel. Mais avant que je rentre dans les détails sur l'ampleur que ça a pris, il faut que je vous explique comment les chimpanzés fonctionnent socialement. Les chimpanzés vivent en grands groupes composés de nombreux mâles et femelles. Il y a une hiérarchie précise qui est en place, avec pour principe de base que les mâles sont au-dessus des femelles, puis ensuite c'est surtout une question de force jusqu'à atteindre le mâle alpha du groupe. Évidemment, plus ils sont hauts dans la hiérarchie, plus ils auront des avantages, comme le choix prioritaire sur la nourriture, le choix de l'emplacement où dormir, ou encore le toilettage fait par les autres membres. Et la raison pour laquelle les femelles ne s'élèvent pas dans la hiérarchie, c'est même pas une question de force. En fait, contrairement aux mâles, les jeunes femelles doivent très souvent migrer afin d'éviter la consanguinité dans un même groupe. Du coup, les mâles peuvent créer des liens sur plusieurs générations, tandis que les femelles doivent s'en tisser de nouveau à chaque fois qu'elles migrent, qui, vous l'aurez deviné, ne favorise évidemment pas la montée en grade. Mais juste avant, je vous ai quand même parlé d'une hiérarchie qui est basée sur la force, et c'est généralement comme ça que les chercheurs déduisent qui est l'alpha du groupe. C'est celui qui gagne généralement le plus grand nombre de combats, et vers qui les autres chimpanzés poussent un cri de respect qui s'appelle le pant grunt tout en s'abaissant devant lui. Mais la force ne fait pas tout. C'est même courant que d'autres mâles provoquent l'alpha et le défient, voire même le battent, mais si le groupe est toujours plus loyal et respectueux de l'alpha de base, il peut tout à fait rester en tête. Par contre, évidemment, plus un chimpanzé va vieillir et plus il sera probable qu'il va se faire battre régulièrement, ce qui risque de lui faire perdre la confiance du groupe et de faire perdre sa place en tant qu'alpha. Et ce système nous amène à un autre fonctionnement social des chimpanzés, le principe de fission-fusion des communautés. En fait, d'une façon générale, les communautés de chimpanzés sont beaucoup plus nombreuses que celles des autres singes, mais l'intégralité de ces communautés vivent que très rarement tous ensemble. Ils font bien tous partie d'un ensemble comptant parfois des centaines d'individus et ils se connaissent tous, mais au sein de cet ensemble, des petits groupes de 5-6 chimpanzés se forment pour cueillir des fruits ou encore chasser de la viande. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit chasser de la viande. Aujourd'hui, on sait que les chimpanzés chassent et mangent régulièrement des singes colobes et ils ont même
même déjà été observés en train de chasser des Galagos à la lance dans certaines régions. Et un autre fonctionnement de ces communautés, c'est que plusieurs mâles se regroupent pour faire des patrouilles qui vont justement patrouiller à leurs frontières de leur territoire pour vérifier qu'aucun membre rival ne pénètre chez eux. Et si c'est le cas, ça peut très vite tourner au bain de sang, surtout si la patrouille est en supériorité numérique. Mais à l'époque, encore une fois, on connaissait absolument pas les chimpanzés comme aujourd'hui, et on savait absolument rien des choses dont ils étaient capables. D'ailleurs, Jane, comme l'intégralité des chercheurs à l'époque, supposait que les chimpanzés étaient une espèce végétarienne et principalement pacifique. C'était un peu l'image idyllique qu'on en avait à l'époque, mais qui a très vite changé lorsque Jane fut témoin de la première attaque de chimpanzés jamais observée. Mais maintenant que je vous ai clarifié un peu plus globalement leur fonctionnement, revenons sur la création de ces deux clans qui prenaient place dans les années 70-71. À cette époque, c'était un mâle appelé Mike qui était à la tête des Kasekela depuis plusieurs années et qui commençait à se faire vieux. Il y avait plusieurs mâles qui étaient en compétition pour prendre sa place et inévitablement, il la perdit petit à petit. Il y avait trois mâles en particulier qui se battaient pour le trône, Charlie, Hugh et Humphrey. Peut-être que Humphrey ça vous dit quelque chose et c'est normal, c'est parce que j'en ai parlé au tout début de la vidéo et vous allez voir que c'est clairement pas la dernière fois que vous allez entendre son prénom. Humphrey, c'était un singe qui était reconnu pour son courage, son audace, mais aussi parce qu'il était ennuyeux à mourir. Il avait énormément de mal à former des alliances, ce qui est un point crucial pour un singe qui veut devenir alpha justement. Mais en contrepartie, il était extrêmement fort, ce qui aux yeux du groupe contrebalançait un peu et le mettait quand même dans une bonne position pour prendre la tête. D'ailleurs, il aurait dû prendre la tête du groupe beaucoup plus rapidement si Charlie, un mâle beaucoup plus jeune et plus faible que lui, ne lui avait pas tenu tête. Mais vous allez sûrement me dire comment un singe qui est plus faible et plus jeune qu'un autre peut lui tenir tête. Eh bien c'est tout simplement grâce au troisième protagoniste de cette concurrence, Hugh, qui n'est autre que le frère de Charlie et qui prenait toujours son parti, ce qui leur conférait un avantage. Les deux frères n'étaient clairement pas contents de la promotion potentielle de Humphrey et comptaient bien lui faire savoir à travers le bordel qu'ils s'amusaient à faire dans la communauté. Mais bon, malgré leur mécontentement et le bordel qu'ils font, les chimpanzés ont des règles très strictes quand il s'agit d'élire un nouvel alpha. Typiquement, si un mâle est battu par plusieurs individus, ça compte absolument pas comme une domination. Il faut que le combat soit fait dans les règles, en 1 contre 1. Et les deux frères ont très souvent tenté de charger Humphrey, le faire fuir, s'asseoir littéralement à sa place pour montrer leur supériorité, mais ça n'a jamais convaincu la communauté, d'autant plus que Humphrey n'a jamais poussé ce fameux cri de pente grunt de soumission, parce qu'il jugeait que les attaques étaient déloyales. Finalement, après plusieurs mois à défier sans succès l'autorité de leur nouvel alpha, Charlie et Hugh ont commencé à s'éloigner du groupe, se regroupant dans le sud de leur territoire et entraînant avec eux leurs amis qui refusaient tout comme eux de se soumettre à Humphrey. Et avant de rentrer dans le détail de la création de ces groupes, il faut que je vous présente un autre chimpanzé qui s'appelle Goliath. Goliath, c'était un ancien alpha qui a dirigé Kasekela pendant plusieurs années avant de se faire détrôner en 64, mais malgré sa défaite, il est resté très apprécié dans le groupe et gardait une partie de ses privilèges. Au moment de ces tensions entre Humphrey, Charlie et Hugh, Goliath, il a pas voulu prendre de décision tout de suite. Il continuait de se faire toiletter dans le groupe du sud, mais continue à passer beaucoup de temps avec le groupe du Nord. À l'époque, il y avait une autre chercheuse présente aux côtés de Jane Goodall, le docteur Poussey. Elle était venue pour observer les jeunes mâles adolescents et comprendre leur évolution dans le groupe. Elle a donc commencé à suivre un jeune chimpanzé qui s'appelle Sniff, mais elle a aussi commencé à passer du temps avec Goliath, tout simplement parce que Sniff suivait Goliath absolument partout pour l'observer. Durant ces mois d'observation, elle a appris à connaître tout autant Sniff que Goliath et elle le décrivait comme un vieux sage au sein de cette communauté. Jane a également longtemps observé Goliath, tout simplement parce que c'est le premier chimpanzé qu'elle a réussi à observer en train de créer des outils. C'est en partie cette découverte qui a donné sa popularité à Gombe mais aussi à Jane, donc évidemment elle l'adorait, et dans cette histoire, si vous l'aviez pas compris, nous aussi on est censé aimer Goliath. Plus le temps avançait et plus cette séparation en deux clans faisait grimper les tensions. Le groupe du sud dirigé par Hugh et Charlie passait de plus en plus de temps entre eux et visitait de moins en moins les autres membres de Kasekela, jusqu'à finalement totalement arrêter d'aller dans les stations d'alimentation. Pour bien comprendre ce que ça signifie, ça traduit quand même que Hugh et Charlie détestaient tellement Humphrey qu'ils voulaient absolument l'éviter au point de ne même pas aller chercher de la nourriture gratuite. Et clairement, c'est pas un bon signe. Au bout d'un certain temps, sans vraiment avoir de raison apparente, Goliath a pris la décision de rester plus fréquemment dans le groupe du Sud et de finalement rester avec eux. Ce groupe était donc composé de 4 mâles adultes, Charlie et Hugh, les deux frères l'ayant créé, Goliath et Godi, dont j'ai également parlé au début de la vidéo. Ensuite, il y avait des mâles plus jeunes qui s'appelaient D, Willy Wally et Sniff, l'adolescent, toujours aux côtés de Goliath. 3 femelles faisaient également partie du groupe, Madame Bee et ses filles Little Bee et Honey Bee, qui elles-mêmes avaient des petites, Wanda et Mandy. Vers la fin des années 70,
1972, c'était très clair pour les chercheurs que ce groupe du Sud ne faisait absolument plus partie de la communauté des Kasekela. Ils ne se croisaient absolument plus, donc ils ont pris la décision de les renommer les Kahama. Du côté de Kasekela, qui était maintenant officiellement sous le contrôle de Humphrey, il y avait encore des dizaines et des dizaines de chimpanzés. Donc ça servira à rien que je vous les cite tous, mais pour vous donner ceux qui ont une importance dans cette histoire, il y avait donc Humphrey à la tête du groupe, suivi de Satan, qu'on peut considérer comme son bras droit et qui n'a pas été nommé comme ça par hasard, Gobelin, les frères Figa et Faben, Evered, Chéri, Joméo, Hugo, et enfin une femelle appelée Gigi. Vous l'aviez sûrement compris, les Kahama étaient regroupés au sud de la zone des Kasekela, mais ils prenaient très peu de place et restaient d'anciens membres de la communauté à la base, donc il y avait quasiment aucune querelle entre les groupes, et ils ont coexisté sereinement pendant environ un an. Un an sans aucun incident qui a pris subitement fin en plein après-midi de janvier en 1974. Les détails qui vont suivre peuvent potentiellement choquer les plus sensibles, donc soyez prêts. On va rentrer dans le côté le plus sombre de cette histoire, et vous allez très vite réaliser l'ampleur de la cruauté de certains chimpanzés. Sans vous redécrire l'intégralité de la scène, le premier événement sera celui qui a été décrit au début de la vidéo. Godi, tranquillement en train de profiter de son après-midi, attrapé par une patrouille de Kasekela, lynché pendant une dizaine de minutes, avant de tragiquement disparaître sans jamais être revu, et donc très probablement mort de ses blessures. Mais ça, c'était que les prémices du conflit. Un événement qui était commis dans le but de juger la réaction du groupe du Sud. Voyant qu'aucune conséquence à leur acte n'apparaissait, la troupe d'Humphrey recommença à nouveau en visant cette fois un jeune mâle adolescent du groupe, D. Cette fois, leur composition elle était différente. C'est Chéri, Joméo, Evered et Gigi qui l'ont pris à 4 contre 1 et qui l'ont frappé, mordu et humilié pendant plus de 20 minutes sans autre raison que sa présence. 2 mois après cette attaque, D a été aperçu toujours gravement blessé et avec des traumatismes psychologiques apparents avant de finalement disparaître, ce qui laisse supposer qu'il a finalement succombé à ses blessures. 10 minutes d'acharnement, puis 20 minutes, toujours aucune conséquence pour le groupe des Kasekela. Lors de leur 3e attaque, ils avaient très bien compris leur supériorité et leur impunité, ce qui a fait de cette attaque la plus choquante des trois et de loin. Pour le coup, les chercheurs n'ont jamais vraiment compris pourquoi Goliath avait pris la décision de rejoindre les Kahama et de quitter les Kasekela. Hugues et Charlie, eux, ils voulaient la place d'Alpha et ils n'avaient pas réussi à l'obtenir, donc c'était quelque part assez logique qu'ils décident de former un autre groupe. Mais Goliath, lui, il avait déjà atteint ce rang et il le convoitait plus. Alors pourquoi est-ce qu'il avait quitté la communauté alors qu'il était encore très apprécié par sa quasi-totalité? Peut-être n'aimait-il pas fondamentalement Humphrey, ou alors qu'il préférait Hugues et Charlie. Les chercheurs n'ont jamais eu vraiment la réponse et ils n'allaient malheureusement jamais pouvoir en apprendre plus. En février 1975, un an après le tabassage du jeune D, 5 mâles adultes de Kasekela, les frères Figan et Faben, Joméo, Humphrey et son bras droit Satan, cherchent et finissent par trouver le vieux Goliath. Faben sera le premier à charger et à plaquer Goliath au sol avant que le reste du groupe n'arrive et choque les chercheurs témoins de cette scène. Les coups et les morsures étaient absolument terrifiantes, beaucoup plus violentes que d'habitude, comme si elles étaient remplies d'une haine qui n'était pas expliquée, avant de finalement se mettre à le piétiner frénétiquement. Pour le coup, cette attaque signifiait vraisemblablement beaucoup plus pour Kasekela que les 2 précédentes. Ils ont ensuite soulevé Goliath et l'ont projeté au sol à répétition, puis Faben a commencé à déchiqueter sa jambe avec ses crocs avec acharnement et à tirer à coups secs exactement de la même façon que les chimpanzés font lorsqu'ils cherchent à démembrer les singes colobes après les avoir chassés. Goliath était déjà âgé et même si ça avait été un chimpanzé dans la fleur de l'âge, il n'aurait eu que très peu de chances de s'en sortir vivant. Évidemment, il n'a jamais été revu après cette attaque. Faisant suite à ce massacre sur Goliath, c'est la première victime féminine qui est apparue. Madame B. Madame B, elle aussi était âgée, et en plus elle avait été victime d'une épidémie de polio, ce qui l'avait d'autant plus affaiblie. Elle et ses filles avaient déjà subi une attaque des Kasekela en septembre 74, et d'ailleurs ce qui en a suivi a choqué les chercheurs, mais pas pour les mêmes raisons qu'avant. Suite à cet événement, la fille aînée de Madame B, Little B, avait pris la décision d'abandonner sa mère et ses sœurs pour suivre Kasekela vers le nord. Au cours des mois suivants, Madame B a clairement été une des cibles des Kasekela. Elle a subi au minimum 4 attaques à répétition, qui lui ont toutes infligé des blessures vachement graves et à laquelle elle résistait tant bien que mal. Et pour le coup, l'attaque finale contre la doyenne du groupe a été tout autant violente que celles qui ont été faites contre les autres mâles. Jane Goodall, accompagnée par ses collègues chercheurs et chercheuses, ont d'ailleurs tous été surpris par ce comportement, parce qu'ils supposaient que les Kasekela allaient tenter de ramener les femelles dans le groupe
tant les femelles sont importantes dans une communauté, et ça n'a pas du tout été le cas. Figan, Joméo, Chéri et Satan lui sont tombés dessus et l'ont battu de la même façon que les 3 précédents mâles. C'est d'ailleurs là que les chercheurs ont d'autant plus été choqués en voyant Little B sur le côté, en train d'observer sa mère succomber aux membres de son propre groupe. Après de longues minutes, l'acharnement s'arrêta, les attaquants commencèrent à s'éloigner, ce qui laissa un espoir à Madame B, qui tenta de se relever, mais Satan et Figan en avaient décidé autrement et la rechargèrent et battu à nouveau jusqu'à ce qu'elle tombe. Déterminée, Madame B ne s'est jamais laissée abattre, elle s'est relevée à répétition, se faisant à chaque fois retabasser et remettre au sol, jusqu'à ce que le groupe des attaquants finisse par se lasser et se satisfaire de leur acharnement. Après l'attaque, Jane Goodall a cherché Madame B pendant 2 jours pour finalement la retrouver allongée sous un arbre où Onibi était perché. Pendant 4 jours, elle tenta en vain de soigner sa mère qui finit par succomber à sa blessure. Onibi, très probablement traumatisée par cet événement, fut une des seules survivantes de cette guerre. Elle a pris la décision de retourner auprès des Kasekela une fois qu'elle était fertile, mais elle ne restait quasiment jamais dans le groupe, lui faisant vivre une vie en marge totale des autres chimpanzés. L'attaque suivante, elle ne fut pas observée par les chercheurs. C'est des pêcheurs locaux qui les ont informés qu'ils ont entendu des cris et qui leur ont donné une direction, ce qui leur fit comprendre qu'il y avait effectivement un nouveau conflit. 3 jours plus tard, après pas mal de recherches, ils ont finalement retrouvé le corps de Charlie allongé dans un ruisseau, couvert de blessures extrêmement profondes, ce qui avait marqué la violence de leur conflit, et bizarrement, il n'était pas accompagné par Hugh. Selon les chercheurs, il y a 2 théories possibles concernant Hugh. Soit il a rejoint un autre groupe à la suite de la mort de son frère, soit les deux ont été attaqués et Hugh est décédé dans un endroit qui n'a jamais été retrouvé, et dans tous les cas, il n'a plus jamais été aperçu. Willy Wally, un des jeunes mâles du groupe, qui était également atteint de la polio, disparut peu de temps après, soit des suites de sa maladie, soit d'une attaque qui n'a pas été observée, ce qui ne laisse plus qu'un seul mâle et 2 femelles dans le groupe de Kahama. Piégé entre les Kasekela au nord et les Kalandé au sud, il n'avait nulle part où aller et ne faisait presque plus qu'attendre l'inévitable. La dernière attaque confirmée de cette guerre a été contre le jeune Sniff, le plus jeune mâle du groupe. Une patrouille de Kasekela ont réussi à le trouver en novembre 77, et de la même façon que la vieillesse n'avait pas épargné Goliath, la jeunesse n'a pas sauvé Sniff non plus. Figan, Gobelin et Satan ont été les premiers à lui tomber dessus. Pris d'une excitation frénétique, ils poussèrent des cris mélangés de haine et de joie, attirant Joméo, Chéri et Everett sur les lieux. Sniff, déjà fracassé par les coups des 3 mâles adultes, était couvert de sang lorsque les 3 autres arrivèrent. Satan, comme pris d'une folie que les chercheurs n'ont jamais compris, se mit à boire le sang qui coulait du visage du jeune Sniff tout en continuant à le frapper et à le mordre afin d'en faire couler plus abondamment. Maintenant, peut-être que vous comprenez pourquoi je vous disais que son nom était mérité. Chéri et Satan l'ont ensuite traîné jusqu'à une pente abrupte avant de continuer à le frapper frénétiquement et de finalement se satisfaire de ce qu'ils avaient fait et de jeter Sniff en bas de ce dénivelé. Les chercheurs ont revu Sniff le lendemain, titubant et s'accrochant aux dernières forces qui lui restaient avant de finalement disparaître et de succomber à ses blessures. Les 2 dernières jeunes femelles n'ont également plus jamais été revues après l'attaque sur Sniff. Il est possible qu'elles aient rejoint le groupe des Kalandé, mais il est plus probable qu'elles aient été victimes d'une attaque des Kasekela selon les chercheurs. Little B et Onibi ont donc été les 2 seules survivantes de ces raids. Le groupe Kahama fut totalement éradiqué de manière atroce et un conflit de cette ampleur et de cette violence n'avait jamais été observé dans le règne animal, ce qui soulevait de grandes questions sur les chimpanzés, tant sur leur intelligence que leur attrait pour la violence. D'autant plus que ce conflit, qui était totalement unilatéral, n'a absolument pas profité aux Kasekela. En éradiquant les Kahama, ils ont enlevé une zone tampon qui les protégeait des Kalandé et d'une attaque directe, et ils ont laissé un vide territorial qui allait très clairement être la source d'un conflit avec un autre groupe qui était potentiellement plus fort qu'eux, ce qui a d'ailleurs fini par arriver. Les Kalandé ont commencé à prendre position dans l'ancien territoire des Kahama, et même un peu plus, en tuant au passage plusieurs chimpanzés du groupe des Kasekela et en les repoussant vers le nord. Et parmi les victimes de ces attaques, Humphrey, le fameux mâle alpha du groupe, a succombé. Pris en tenaille, les Kasekela ont ensuite tenté un mouvement désespéré en remontant dans la vallée du groupe des chimpanzés de Mitumba, à la recherche de nourriture. Mitumba, c'était un très grand groupe de la région qui était beaucoup plus fort que les Kasekela, et si un conflit allait éclater, c'était très clair que les Kasekela allaient se faire éradiquer. Mais contre toute attente, Kasekela a réussi à s'approprier une partie de leur territoire en n'ayant que quelques combats n'enclenchant pas de conflit majeur, mais leur causant tout de même de très lourdes pertes et laissant avec seulement quelques membres. Les choses se sont finalement calmées à la suite de ce dernier mouvement territorial, laissant les 3 groupes dans un équilibre assez précaire, et après 10 années de conflit brutal et mortel, la guerre des chimpanzés de Gombe était finalement terminée.
Alors pourquoi? C'est le mot qui était sur toutes les bouches à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui. Pourquoi des chimpanzés connus pour défendre leur territoire en comptant sur un grand nombre de mâles en bonne santé choisiraient-ils de se diviser en petits groupes plus vulnérables? Et pourquoi au lieu de simplement coexister, en viennent-ils à s'entretuer dans une guerre d'éradication alors qu'avant ils s'appréciaient et se respectaient pendant des années? Et les chercheurs l'ont eux-mêmes utilisé à de très nombreuses reprises ce terme de guerre, ou bien même d'autres chercheurs disent que c'est un niveau inacceptable d'anthropomorphisme. Mais en soi, si on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment de l'anthropomorphisme? Deux groupes engageant un conflit mortel pour des raisons semblant floues ou liées à du territoire ou à du pouvoir, est-ce que ça serait pas le cœur même de ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre? Par contre, là où je suis d'accord et là où il y a de l'anthropomorphisme dans cette histoire, c'est sur les intentions réelles des chimpanzés. Si on oublie tous les actes de cruauté qui semblent gratuits, la base du conflit, ça reste un principe de territoire. Les patrouilles des Kasekela avaient pour but de trouver des ennemis présents dans leur zone afin de les empêcher de progresser, mais là où les chercheurs sont dans la compréhension, c'est sur la transition entre le moment où les Kahamas sont passés d'anciens alliés à potentiels ennemis à éradiquer, parce qu'ils n'ont pourtant pas changé de zone de vie, ni commis d'actes de provocation entre ces deux moments. Mais il y a quand même pas mal de théories qui ont vu le jour pour tenter d'expliquer les origines de ce conflit. La première et la plus évidente, ça serait une lutte pour la domination entre Humphrey, Hugh et Charlie. Suite aux provocations des deux frères, Humphrey aurait pu ressentir une pression et des tensions en seraient découlées, ce qui l'aurait ensuite poussé à attaquer le groupe du Sud, et là encore, potentiel anthropomorphisme. Deuxième théorie, qui là s'appuie sur des causes qui seraient beaucoup plus naturelles, la période d'ovulation des femelles. Les chimpanzés femelles ont cette particularité d'avoir les fesses qui deviennent rouges et gonflées lorsqu'elles sont dans la bonne période pour la reproduction avec les mâles, ce qui leur donne un signe très clair. Au début des années 70, la plupart des femelles présentes dans le groupe des Kasekela étaient soit trop jeunes, soit trop vieilles pour se reproduire, alors qu'en parallèle, il y avait un nombre anormalement élevé de jeunes mâles qui, eux, justement, cherchaient à se reproduire, mais ne le pouvaient pas. Cette situation, en plus du récent changement de chef et des tensions pour la place d'Alpha, aurait pu créer encore plus de pression et de frustration d'une façon générale, ce qui aurait pu conduire au début de ce conflit. Ah merde, j'ai oublié de changer de couleur quand je suis passé à l'acte 3. Bon, je le fais maintenant, soyez pas choqués. Mais étonnamment, c'est aussi cette situation qui a potentiellement sauvé les Kasekela de leur disparition la plus totale. En fait, lorsqu'ils se sont aventurés dans le territoire des Mitumba à la fin de la guerre, ils se sont pas fait attaquer alors qu'ils étaient en très large infériorité au niveau de leur force. La cause, c'est parce que chez les chimpanzés, le cri territorial des mâles adultes et donc des mâles prêts au combat est identique à celui des jeunes mâles adolescents, bien plus faibles et qui eux étaient présents en grand nombre chez les Kasekela. En poussant tous leurs cris en même temps, les Kasekela ont fait croire aux Mitumba qu'ils étaient toute une horde de mâles aptes au combat et extrêmement puissants, alors qu'en soi ils étaient extrêmement faibles. Évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que des théories pour essayer d'expliquer les nombreuses questions qu'on a sur ces événements, mais vous l'aurez compris, on n'a évidemment pas de réponse fiable à 100%, autre que les faits qui se sont vraiment passés. Et en parlant de faits, est-ce que vous vous rappelez des bananes que je vous ai dit de retenir au début de vidéo, que Jane donnait aux stations d'alimentation au début de l'histoire? Certains chercheurs affirment que ces bananes sont le point névralgique d'une alliance entre deux groupes qui n'auraient pas tenu. Leur théorie, c'est en fait qu'il n'y a jamais eu une création d'un groupe de Kahama, mais plutôt deux groupes à la base qui ont formé une alliance, ou du moins accepté de se partager des bananes en évitant le conflit, ce qui au final n'aurait pas duré. Mais bon, cette théorie qui est intéressante et qui remettrait tout le cours de l'histoire en question, a vite été démontée par la simple existence de Goliath. Il a été l'alpha des Kasekela, donc si les Kahama existaient déjà à l'époque, et qu'il était également dans leur groupe, ça aurait tout simplement pas été possible en fait. C'est au final bien plus logique qu'il y ait qu'un seul groupe qui se soit fractionné au moment de la prise de position du nouvel alpha. En vérité, le gros problème de ce conflit, c'est qu'à l'époque, c'était le seul conflit à grande ampleur qui était connu chez les singes. Donc il n'y avait absolument aucune autre comparaison possible. Et évidemment, vous vous en doutez, complique énormément le travail d'analyse et de recherche pour les chercheurs justement. Et effectivement, vous avez bien entendu, j'ai dit il n'y avait pas de comparaison. Depuis 2015, des chercheurs présents sur un site en Ouganda appelé Ngogo ont commencé à observer des comportements similaires. Un groupe principal massif avec des membres s'en éloignant petit à petit, créant à leur tour un groupe sous-jacent, entraînant des tensions parfois mortelles. Et à nouveau, dans ce conflit qui est d'ailleurs toujours actuel, les attaques ne proviennent que d'un seul groupe. L'autre ne se défend quasiment même pas et ne
patrouillent même pas aux frontières de ces deux groupes. Il nous rappelle très bien le schéma entre les Kasekela et les Kahama qui subissaient les attaques. Mais par contre, là où ce deuxième conflit devient intéressant, c'est qu'il permet de renforcer les théories sur les origines de ce genre de conflit. En fait, en 2015, lorsque les tensions se sont accrues à Ngogo, il y a un nouvel alpha qui venait de prendre place dans le groupe central, un mâle appelé Jackson. Lorsque la fission entre les deux groupes a commencé à se faire, les premières véritables tensions et attaques ont eu lieu lorsque des patrouilles du groupe partant a croisé une patrouille comprenant le nouveau mâle alpha Jackson. Alors évidemment, la situation entre ces deux conflits reste très différente. Par exemple, il y a beaucoup plus de chimpanzés à Ngogo qu'il n'y en a jamais eu à Gombe, ce qui peut déjà beaucoup altérer la situation, mais ça reste quand même une observation importante dans la compréhension des événements. D'ailleurs, juste avant, je vous ai parlé de la violence de ces conflits et du fait qu'ils peuvent paraître extrêmement choquants. Typiquement, Satan qui sirote du sang coulant sur le visage d'un jeune singe, on pourrait clairement penser être dans un gros épisode de Black Mirror. Sauf que là aussi, ça peut paraître choquant parce que ces observations ont été faites sur des attaques de groupe qui ont été observées dans des très courtes périodes de temps. Mais en soi, il n'y a absolument rien qui nous dit que ce genre de pratique, bien qu'horrible, ne soit pas plus courante que ce que l'on pense dans les conflits entre chimpanzés. Typiquement, et là tenez-vous bien parce que c'est vraiment chaud, dans le parc national de Loango au Gabon, il y a un jeune mâle qui a été tué et qui a ensuite subi un arrachage de ses parties génitales qui ont ensuite été projetées à 20 mètres de la zone où il est mort, tout simplement parce qu'il était dans le territoire de ses rivaux. Donc effectivement, on peut supposer que les chimpanzés sont très proches de l'homme, en tout cas au niveau des violences potentielles qu'ils sont capables de faire. On a tendance à beaucoup s'approprier ces termes d'ailleurs. Guerre, torture, et à avoir l'habitude d'utiliser le terme « nous », comme si nous étions l'espèce ayant tout inventé. Le meilleur comme le pire. Mais ces études nous montrent bien que c'est pas le cas, même si effectivement, quand on va dans l'extrêmement bien comme l'extrêmement mauvais, l'humain paraît indétrônable. Au final, beaucoup de questions restent sans réponse. Beaucoup d'interrogations. Certaines personnes vont peut-être même penser que ces études montrent que l'humain a toujours eu une prédominance pour la violence, que nous avons la guerre dans les veines. Après tout, comprendre la nature de l'humain, c'était aussi un des objectifs de Louis, n'est-ce pas? Eh ben non. Enfin, peut-être pour les recherches de Louis, mais pour le reste, non. Même si, effectivement, on a bien une base biologique avec les chimpanzés, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Quand bien même ces événements montrent que absolument toute espèce peut démarrer une guerre et commettre des atrocités, ça rend pas la chose acceptable ni moralement, ni éthiquement. Et ça ne justifie absolument pas d'en démarrer ou de vouloir en démarrer. En tant qu'humain, s'il y a bien une chose qu'on n'arrête pas de répéter, c'est notre évolution et notre supériorité. Et pourtant, certains d'entre nous s'abaissent à créer des conflits pour du pouvoir, du territoire, mais à quel prix? Pourtant, on se comporte pas comme des mentes religieuses qui tuent nos partenaires après s'être reproduits, ni comme des lions tuant les lionceaux lors du changement de mâle alpha, ou encore comme des suricates où les femelles dominantes frappent les autres femelles du groupe pour les faire avorter de force. Alors pourquoi est-ce qu'on se comporte comme de simples chimpanzés tuant pour un bout de territoire?